Chers amis, bonjour. Vous avez été plusieurs centaines à écouter le premier épisode de notre podcast et je vous en remercie. Alors, bienvenue aujourd'hui dans le deuxième épisode. La semaine dernière, rappelez-vous, nous vous avons raconté la formidable histoire de la création du plan d'eau, née de la volonté de M. Bobin. La direction départementale de l'agriculture, ancêtre, rappelons-le, de la DDT, maître d'œuvre de l'ouvrage, avait estimé le coût à 250 000 francs. Finalement, le montant du marché s'élèvera à 258 297 francs. Et encore, cette somme ne concerne-t-elle que le plan d'eau proprement dit? Il y a de nombreux à côté, mais certains seront pris en charge en partie par des subventions, notamment par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine, pour un montant de 8 000 francs. Mais Georges Bobin ne va pas s'arrêter là. Il voit grand, encore plus grand. Dès 1969, il fait construire le restaurant qui coûtera 44 951,94 francs. Un engouement pour le tourisme touche toute la commune. Monsieur Audurier fait ériger la hutte. Et quelque temps plus tard, en 1972, monsieur le sous-préfet Canquin viendra inaugurer le camping de Madame Moreau, de la Fragnier, installé sur ses terres, d'où le nom de camping de la Fragnier qu'il portait alors. Le village de vacances, quant à lui, sera construit un peu plus tard, en 1978. Pour l'anecdote, c'est le même architecte qui construira la salle du Sceau, près de l'école, un peu plus tard. C'est l'âge d'or du plan d'eau de Verruy. Vous vous rappelez que lors de l'inauguration, M. Bobin avait fait donner un spectacle dont le thème était l'histoire de Verruy. Il avait, pour cela, fait appel à un metteur en scène nommé Jean-Pierre Potier. À ce stade, il faut éclaircir un point d'histoire. La plupart du temps, quand on fait référence au spectacle du plan d'eau de Verruy de ces années-là, on parle essentiellement de la geste paysanne. Et pour beaucoup de néo-verbicois, c'est le nom générique qu'on donne aux sons et lumières de cette époque. En réalité, le nom de geste paysanne ne s'applique qu'au 3e et 4e spectacle, c'est-à-dire ceux de 1974 et 1976. Dès 1970, M. Bobin, qui était décidément visionnaire, avait commandé à Jean-Pierre Potier un premier spectacle, Mélusine à Verruy. Ce premier son et lumière fut créé pour la partie histoire et texte par Michel Philippe, d'après le récit médiéval de Jehan d'Arras, et pour la partie réalisation et mise en scène par Jean-Pierre Potier, bien sûr. Voici comment celui-ci présentait ce spectacle à l'époque. La réalisation de ce son, lumière et personnage, Mélusine à Verruy, autour du magnifique plan d'eau du prieuré Saint-Martin, trouve, sans doute,
sa principale originalité dans les dimensions gigantesques des moyens mis en œuvre. Il est peu courant, en effet, de créer un spectacle de cette nature dans une aire de jeu aussi vaste, une vingtaine d'hectares, avec une telle participation locale, plus de 200 personnes, au moyen d'éléments décoratifs si importants. Pour y parvenir, nous faisons appel, une fois de plus, aux méthodes dites du livre vivant, qui nous permettent, à partir de la merveilleuse légende transcrite par Jehan d'Arras, de nous réunir ce soir, lecteurs assemblés. Tournons ensemble les pages de ce beau texte, dans un cadre si propice à la magie et à l'enchantement. Il y aura 7 représentations en août 1970. Les gradins pouvant accueillir 3000 personnes, on estime qu'il y avait environ 3500 spectateurs chaque soir. Le spectacle Mélusine à Verhuis raconte la légende de la fée Mélusine, bâtisseuse du Poitou. Mais savez-vous d'où vient ce nom, Mélusine? Eh bien, en fait, l'origine du nom est assez controversée, puisqu'on le retrouve en Alsace, en Lorraine et même en Allemagne ou au Luxembourg. La version poitevine viendrait de nos lointains ancêtres pré-gaulois de Ligurie. Ce fut d'abord Lugine, la compagne du dieu Lugh. On parla de la mère Lugine, qui devint bientôt la mère Lusine, et se transforma ensuite en Mélusine. Dynamisée par l'aventure verbicoise, portée par le succès de ce premier spectacle, toute la Gâtine allait se mobiliser pour la sauvegarde de son histoire et de son identité. Des associations se consacrant à la culture populaire virent le jour, et celles existantes vinrent rejoindre l'aventure. C'est ainsi que Jean-Pierre Potier croisa le chemin d'André Pachet, avec qui il s'associa pour créer les spectacles suivants. Le deuxième spectacle, en 1971, aura pour nom « Les paysans ». Les troisième et quatrième, enfin, la geste paysanne. Avec ces spectacles d'une dimension exceptionnelle pour l'époque, Verhuis, petite bourgade tranquille de Gâtine, allait devenir, chaque été, une des capitales de vacances du centre-ouest. Mais ces spectacles sont très lourds à organiser. Il y a de plus en plus de monde. Les soirs de spectacle, on ne sait plus où mettre les voitures. Il y en a sur tous les chemins du village. Route de Mazières jusqu'au cimetière, rue de l'Étang, rue de Gâtine, route de Saint-Georges. Les bénévoles sont débordés. Personne n'avait imaginé un succès d'une telle ampleur. En 1972, il n'y en aura pas. En 1973, non plus. On se contentera de fontaines lumineuses flottant sur le plan d'eau. Et 1976 verra le dernier son et lumière de Verhuis. Mais si l'aventure se termine ainsi pour notre commune, l'idée, elle, va survivre. Un riche et puissant politicien vendéen
est venu assister aux représentations et a été enthousiasmé par le concept qu'il reprendra bientôt en créant un des plus célèbres parcs d'attractions français, le Puy du Fou. Une petite anecdote, Christine Bobin, la fille de Georges Bobin, plus connue sous le nom de Christine Authier, a 21 ans en 1971. Elle tombera amoureuse de Jean-Pierre Potier. De leur mariage naîtra, en 1978, Élise Potier, qui fera une carrière de chanteuse, comme sa maman, sous le nom de Berry. Le plan d'eau de Verhuis va cependant poursuivre son petit bonhomme de chemin sur la route du succès, dans l'insouciance des années 70 et dans la décennie suivante. Les années 80 sont souvent présentées comme les fossoyeuses des idéaux des années 70. C'est la fin de l'insouciance et des rêves de liberté. Au niveau international, l'écroulement de l'Union soviétique conduira à la chute du mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux blocs. En France, un nouveau gouvernement arrive qui promet de rompre avec la politique des précédents. Ce sera aussi une décennie majeure pour l'informatique, avec l'avènement de l'ordinateur individuel, l'arrivée des jeux vidéo et les premiers baladeurs. Rien ne semble venir troubler le succès insolent de ce joyau de la Gâtine. Pourtant, bientôt, quelques gros nuages se profilent à l'horizon. Depuis quelque temps, plusieurs courriers, qu'on qualifiera de musclés, ont été échangés entre la commune et la Fédération de la pêche. Au début des années 90, celle-ci entame une action en justice contre la commune de Verhuis. Deux requêtes de la Fédération de la pêche sont adressées au tribunal administratif le 17 avril 1992 par un agent du Conseil supérieur de la pêche. Elles contestent les arrêtés du maire interdisant aux contrôleurs de la Fédération l'accès au plan d'eau et en demandent l'annulation. L'année précédente, déjà, un matin de 1991, le jour de l'ouverture de la pêche, le maire eut la surprise d'être accueilli par deux gendarmes qui l'escorteront autour du plan d'eau. Le 21 février 1992, monsieur le maire de Verhuis est convoqué pour être entendu par les gendarmes de Mazières. Que se passe-t-il ? La Fédération de la pêche souhaite imposer son autorité sur le plan d'eau de Verhuis, affirmant que celui-ci serait en eau libre. Or, depuis sa création, le plan d'eau de Verhuis a toujours été en accord avec les autorités compétentes en eau close. Il va s'ensuivre une bataille juridique qui va durer plusieurs années, devant le tribunal administratif d'abord, puis en appel. Des experts seront mandatés pour rechercher et définir l'origine des eaux qui alimentent le plan d'eau. Ils mesureront le débit des entrants en plusieurs points afin d'établir s'il y a
ou pas continuité du débit. Et enfin, chercherons à déterminer le parcours des poissons, élément essentiel pour définir le statut de l'étang. Alors, quelle fut l'issue du conflit? Notre plan d'eau est-il en eau libre ou en eau close? La réponse à cette question est fondamentale, car cette classification impacte de manière significative l'avenir du plan d'eau de Verruy. Comme promis, vous aurez bientôt les réponses à toutes ces questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour le 3e épisode de notre série Verruy, une histoire d'eau.